Voilà, mesdames, messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à celles et ceux que j'ai déjà vus ce matin et bienvenue aux autres. Nous abordons cet après-midi la 3e séance du séminaire Droit international des régions. Et j'ai le plaisir cet après-midi de recevoir mon collègue François-Xavier Millet, qui est professeur à l'Université des Antilles en Guadeloupe et, comme vous le voyez à l'écran, titulaire de la chaire Jean Monnet, intégration régionale comparée, de cette même université. Entre 2015 et 2021, François-Xavier Millet a exercé la fonction de référendaire à la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg, au sein du cabinet de l'avocat général Bobek, ce qui lui a donné une forte expérience judiciaire européenne. Mais avant cela, François-Xavier Millet était déjà spécialiste de l'Union européenne, et notamment des rapports entre ordres juridiques, du droit de l'Union européenne et du droit constitutionnel comparé. Dans le cadre de ses recherches, il s'intéresse depuis toujours à la protection des droits fondamentaux, des libertés fondamentales au sein de l'Union européenne. Et je vous mentionne, parce qu'elle est très très intéressante, sa thèse, publiée sous le titre « L'Union européenne et l'identité constitutionnelle de ses États membres », un thème toujours aussi actuel dont nous ne cessons finalement de parler. Alors depuis quelque temps, François-Xavier Millet a élargi son champ de recherche à d'autres organisations régionales, et notamment, comme je vous l'ai dit ce matin, aux cours d'intégration régionale de ces organisations et à la jurisprudence en droits fondamentaux de ces cours. Et donc, il était l'une des personnes absolument... l'une des personnes les mieux placées sur ma liste quand j'ai réfléchi à qui inviter dans ce séminaire. Et je suis très heureuse qu'il ait accepté de faire le voyage jusqu'ici pour nous présenter cet après-midi les premiers résultats de ses nouveaux travaux sur l'intégration régionale globale et la protection des droits fondamentaux, le rôle des cours de justice. Donc un grand merci, cher François-Xavier, c'est vraiment une chance pour nous de t'avoir et nous avons hâte de t'écouter. Merci. Merci beaucoup. Vous m'entendez? Oui. Merci pour ces mots d'accueil, Samantha, que je revois donc avec plaisir, puisque la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était durant le temps de ma thèse sur les collines florentines à l'Institut universitaire européen de Florence. Et nous avions eu, je me souviens, une discussion absolument passionnante. Voilà, donc c'est intéressant de se rencontrer, de se perdre un petit peu, de se retrouver. Donc merci de ton invitation dans une institution évidemment aussi prestigieuse que le Collège de France. C'est toujours assez émouvant de pouvoir participer à des événements dans des institutions de ce type avec sur l'invitation de personnalités absolument marquantes, passionnantes et passionnées par le droit, et en l'occurrence par le droit international des régions. Donc aujourd'hui, effectivement, ce dont je vais vous parler, c'est le projet de recherche sur lequel je travaille actuellement, depuis finalement assez peu, mais dans le cadre de cette chaire Jean Monnet sur l'intégration régionale comparée, dans le contexte, évidemment, pas seulement caribéen, mais vous l'avez compris, vous le voyez ici, ça vous l'a été dit, que je suis professeur à l'Université des Antilles, alors Antilles françaises, donc on est dans l'Union européenne, mais en même temps, avec cette tension qu'il peut y avoir entre l'appartenance de ces territoires à une aire géographique qui est caribéenne, et dans le même temps, une aire juridique qui est européenne, puisque les Antilles françaises, Martinique, Guadeloupe, je suis en Guadeloupe personnellement, eh bien, font partie à part entière de l'Union européenne, et les règles de l'Union européenne s'y appliquent, sauf avec quelques dérogations, mais elles s'y appliquent de plein droit, comme on le dit. Donc en ce sens-là, il y a déjà une logique, et c'est comme ça que mon projet est enraciné finalement dans un territoire qui est mon territoire aujourd'hui, le territoire antillais, le territoire caribéen. Et donc le thème, dans ce cadre de ce projet de recherche sur globalement la comparaison entre des processus d'intégration régionale, eh bien, c'est un élément
un des premiers résultats. Donc là aussi, comme résultat, je ne dis pas que c'est un résultat définitif, mais qu'au contraire, il appelle débat et discussion, et je serai très heureux également que l'on ait cette discussion d'ici à peu près 1 heure. Alors, le premier point que je souhaiterais adopter sur ce thème, c'est l'universalité du phénomène de l'intégration économique, je mets entre parenthèses, vous comprendrez plus tard pourquoi, régionale. Alors évidemment, tout d'abord, il faut se demander qu'est-ce que l'intégration régionale, et à l'issue déjà d'un certain nombre de cours avec le professeur Besson, eh bien vous avez déjà un certain nombre d'idées assez précises sur ce qu'est l'intégration régionale et la constitutionnalisation, lapsus révélateur, la constitution d'une région en droit. Alors l'intégration régionale, évidemment, il faudra peut-être un petit peu voir qu'il y a probablement une différence avec la constitution d'une région juridique au sens large du terme et plus spécifiquement un projet d'intégration régionale. Et donc le projet d'intégration régionale nous renvoie bien évidemment à un rapprochement entre États, entre peuples, entre individus, situé généralement sur une aire géographique contiguë avec, si possible, des affinités culturelles. Ce rapprochement, c'est un rapprochement, évidemment, nous sommes juristes, qui est un rapprochement qui est institutionnalisé. Et ici, on va voir l'importance du rôle des institutions et bien entendu du droit dans la constitution de ces organisations internationales régionales. Ce rapprochement est institutionnalisé à travers la création donc d'organisations internationales régionales, abréviation OIR que vous verrez à plusieurs reprises, organisations internationales régionales, qui sont des organisations donc d'intégration et qui sont le plus souvent appelées communautés. N'oubliez pas que l'Union européenne, avant de s'appeler Union européenne, elle s'appelait Communauté économique européenne, puis Communauté européenne. Donc c'est un rapprochement institutionnalisé et un rapprochement qui, partout, ou en tout cas dans la définition que je retiens de l'intégration régionale, est un rapprochement qui a une visée économique. C'est un rapprochement avec une visée économique, la création a minima d'une union douanière, la création a minima d'un marché commun, où circulent librement les biens, les services, les travailleurs, les capitaux. Et peut-être un peu plus, c'est-à-dire une union peut-être monétaire, ou peut-être, plus que de l'économique, une union de nature politique. On verra ça plus tard, mais déjà, retenez à ce stade qu'une intégration régionale, c'est une intégration qui a une visée économique en premier lieu. D'où l'idée d'intégration économique régionale, l'économique qui est ici sous-entendue parce qu'il fait partie intégrante du processus d'intégration régionale. Visée économique dans une perspective théorique, philosophique, qui est celle du néolibéralisme. Néolibéralisme, donc en lien avec la théorie du libre-échange à l'échelle internationale, et donc toutes ces organisations internationales régionales à visée économique, d'intégration économique, s'inspirent, relèvent toutes de ce modèle néolibéral, et nous y reviendrons surtout en conclusion. Ce phénomène de l'intégration régionale, c'est un phénomène universel, d'où l'idée d'universalité, je n'ai pas dit universalisme, j'ai bien dit universalité, du phénomène d'intégration régionale, qui est un phénomène universel, également global dans le sens d'universel, d'où le titre intégration régionale globale. Par ce titre, je le laissais entendre donc la constitution, une prolifération d'organisations internationales régionales à visée d'intégration économique un peu partout dans le monde. Alors en Afrique, beaucoup, avec notamment un recoupement, des chevauchements entre les organisations internationales régionales d'intégration. La Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, la Communauté de l'Afrique de l'Est, la SADC au sud, des unions monétaires également, qui sont donc toutes des organisations régionales économiques, donc une prolifération de ce type d'organisation en Afrique, phénomène qui est déjà intéressant à noter en lui-même. En Amérique latine, il y a aussi, disons, un assez bon nombre d'organisations. Il y a la plus ancienne, le système intergouvernemental d'Amérique centrale,
donc qui est la plus ancienne organisation d'intégration régionale dans le monde. Elle a à peu près 100 ans, on la retrouve donc en Amérique centrale. Et il y a le Mercosur pour l'Amérique du Sud, également la communauté andine et également la communauté caribéenne. Et en sachant que dans le bassin caribéen, il n'y a pas moins que 3 organisations internationales régionales, une clairement la plus aboutie, la plus avancée en intégration économique, malgré ses limites, qui est la communauté caribéenne, mais on a aussi l'organisation des États de la Caraïbe de l'Est, qui est une partie des États de la communauté caribéenne. Nous avons l'Asie. Alors l'Asie qui a notamment l'ASEAN comme organisation internationale économique, ASEAN, qui ne sera pas incluse ici dans la réflexion, mais qui n'a pas de cour de justice, ce qui est intéressant à noter en soi, mais donc un phénomène d'intégration régionale qui est beaucoup moins fort en réalité en Asie, même s'il n'est pas inexistant, mais il est beaucoup moins fort qu'ailleurs. Et évidemment en Europe, je termine par ce qui est a priori le plus connu de vous et le plus évident, l'Union européenne, qui était le fameux marché commun dont on parlait dans les années 60 et 70, enfin même jusque dans les années 1990. Donc on a un phénomène universel d'intégration économique régionale. Ce phénomène, il n'est pas néanmoins homogène. Il y a des constantes, des points communs, mais il y a également un certain nombre de variables. Alors sur les constantes, d'abord, ce que l'on retrouve absolument partout, c'est que ces organisations internationales régionales sont fondées par des traités. Ce sont des États qui décident par traité de créer cette organisation. Il y a donc des traités constitutifs. Et lorsque l'on examine ces traités constitutifs, on ne peut s'empêcher évidemment de remarquer toutes les similitudes, et notamment des similitudes par rapport au traité de Rome, celui qui a constitué la communauté économique européenne, l'Union européenne aujourd'hui. Parmi ces similitudes, vous avez une logique que d'aucuns en sciences politiques appelleraient plutôt de fonctionnaliste, de logique par objectif. Dès les premiers articles des traités, vous avez une liste d'objectifs. Donc, l'organisation régionale, elle vise à remplir un certain nombre d'objectifs, notamment des objectifs à visée économique, mais on verra qu'il y en a d'autres. Ce qui est aussi constant dans les organisations internationales régionales à visée économique, c'est la poursuite, la construction d'un marché commun et de politique communautaire. Donc le marché commun, c'est quoi ? Eh bien, la possibilité de pouvoir avoir les biens et les services qui circulent librement, sans droits de douane. Nouveau thème qui devient sur le devant de la scène, les droits de douane qu'on avait largement oubliés à l'ère du commerce international. Eh bien, donc, le marché commun, c'est une ère sans restriction quantitative, sans droits de douane, où peuvent circuler les biens et les services librement, mais aussi les travailleurs et les capitaux. Nous avons également des politiques communautaires qui sont toutes prévues par les organisations internationales régionales. Une politique commune des transports, une politique commune agricole, une politique commune en matière industrielle, en matière d'éducation, en matière d'investissement, en matière de développement technologique. La liste est très longue et la liste varie évidemment quelque peu d'un traité à l'autre, d'une OIR intégrée à l'autre. Il y a également, et c'est central, cette logique de solidarité. Une logique de solidarité entre États, et on peut aussi imaginer une logique de solidarité entre les peuples et les individus de ces États. Et cette logique de solidarité, on la connaît bien dans l'Union européenne par le principe dit de la coopération loyale. Coopération loyale qui impose, qui est un principe politique et surtout, pour ce qui nous concerne juridique, qui impose aux États membres de respecter les règles régionales, d'appliquer les règles régionales, de s'abstenir de toute action qui viendrait entraver la constitution de cette organisation sous forme ici de marché commun. Donc on a une logique de solidarité. Le principe ne s'applique pas nécessairement de coopération loyale, mais il y a toujours un équivalent fonctionnel que l'on trouve dans les traités constitutifs. Il y a également des institutions qui sont créées par
cette organisation, par les traités constitutifs. Des institutions propres qui ont des noms divers et variés. Pour vous prendre les noms européens, puisqu'ils sont les noms qui vous sonnent le plus familiers à l'esprit généralement, c'est une commission, un conseil, voire des conseils, un parlement. Alors, on va parler parfois d'assemblée, on va parler parfois non pas de commission, mais de secrétariat général ou de secrétariat exécutif. On va parler de sommets, de conférences des chefs d'État ou de gouvernement. Donc il y a des dénominations qui varient, mais et surtout des prérogatives, on le verra, qui varient, mais on a partout des institutions propres. Enfin, l'autre constante qui me semble identifiable et notable, c'est le fait qu'il s'agit presque dans tous les cas d'un processus ouvert. Comme si le fait de dire qu'on crée un marché commun, sans droit de douane, sans restriction quantitative, au niveau régional, créait aussi ce phénomène d'universalisation qui fait qu'on va aussi être un marché commun, mais qui ne va pas être fermé vis-à-vis des États tiers, des autres parties et régions du monde, mais au contraire qui va être ouvert, dans une logique de multilatéralisme. Dans une logique, parce que ça c'est l'autre théorie des relations internationales qui est centrale lorsqu'on étudie les intégrations régionales, la théorie idéaliste, par opposition à la théorie réaliste des relations internationales. Donc ça, ce sont les constantes. Et il y a également des variables, beaucoup de variables. La première variable, et qui est d'importance, c'est le nombre d'États membres. Le nombre d'États membres varie en effet de... vous pouvez en avoir 4, la communauté andine, 5, le Mercosur, généralement 12 ou 15, communauté africaine, communauté caribéenne, jusqu'à l'Union européenne, combien ? 27. Donc on a une grande variété à ce niveau-là, et cette variété est importante parce qu'on sait que qu'est-ce qui peut être l'obstacle à une intégration régionale aboutie ? C'est l'État. Et ici, il est évidemment beaucoup plus facile de coopérer à 4 ou 5, ou éventuellement à 12, que d'être à 27. Donc là, ça crée aussi une constellation avec des variations. Le rapport à la différenciation également est variable. Rapport à la différenciation, dans l'Union européenne, on a ce que l'on appelle les coopérations différenciées. Coopérations renforcées, pardon. Les coopérations renforcées, mais qui sont très encadrées, qui sont très difficiles, parce que l'Union européenne, il y a toujours cette recherche unitaire, d'uniformité, de parler d'une seule voix. Bon. Cette différenciation, elle semble beaucoup plus assumée ailleurs, notamment dans la communauté de l'Afrique de l'Est, où il y a vraiment un principe de géométrie variable. On assume et on poursuit la géométrie variable pour faire en sorte de se dire, on est plusieurs États, avec potentiellement plusieurs cultures, plusieurs trajectoires économiques, plusieurs modèles économiques, mais donc on va adopter des politiques différentes. On ne va pas forcément avancer à la même vitesse. Donc là, il y a une différence. Les finalités aussi varient. La finalité économique, elle est toujours là. Marché commun, union douanière à minima. C'est toujours là, c'est toujours présent. Ça, c'est la constante. Mais vous avez d'autres finalités qui vont être poursuivies, des finalités de sécurité régionale, notamment en Afrique de l'Ouest. La justice sociale. La justice sociale, en fait, est très importante dans beaucoup d'organisations internationales régionales ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global. Et cette dimension-là, elle est beaucoup plus importante, où dans finalement la plupart des traités, on semble trouver des dispositions qui acceptent de dire peut-être que de l'intégration régionale, du libre-échange, il va y avoir des coûts qui vont peser sur certains États. Eh bien, ces coûts vont être compensés pour qu'il y ait des gains bien répartis des bénéfices du libre-échange. Qu'on a quelque chose qu'on a donc beaucoup moins en Europe et qu'on retrouve beaucoup plus ailleurs. Et on a également les valeurs, j'en parlerai beaucoup, on vous en a parlé il y a quelque temps déjà, 15 jours je crois, l'état de droit, la démocratie, la bonne gouvernance, et évidemment on parlera des droits fondamentaux ici, qui sont quelque chose aussi variable d'une institution régionale à d'autres. Certaines mettent l'accent là-dessus, d'autres beaucoup moins, et on verra pourquoi. Parmi les autres variables, il y a aussi le degré d'intégration économique. Quand l'on parle d'intégration, on parle en effet d'un processus.
on parle d'étapes de ce processus. Et parmi les différentes étapes possibles de ce processus, vous avez aussi bien la zone de libre-échange, qui est l'étape numéro 1, la moins intégrée, le marché commun, l'union douanière, pardon, d'abord, le marché commun, puis l'union économique et peut-être une union monétaire, la même monnaie pour tous. Cela nous renvoie, ici je fais référence à la théorie de l'intégration économique d'un économiste hongrois célèbre, Béla Balassa, qui était professeur à l'université Johns Hopkins et qui a, en 1961, écrit cet ouvrage, donc Théorie de l'intégration économique, où il théorise les différents stades de l'intégration économique. Donc là aussi, vous allez avoir des organisations régionales qui sont au stade 1 ou 2, et d'autres, comme l'Union européenne, qui sont déjà au stade le plus avancé, avec une union économique et monétaire, et d'autres qui ont cet objectif d'union monétaire, mais objectif encore non réalisé. Vous avez aussi comme autre variable l'existence ou non d'une intégration politique, d'une organisation internationale régionale avec des objectifs non seulement économiques, mais aussi politiques. Alors là, on trouve ça beaucoup moins. C'est très présent en Europe, évidemment, l'Europe politique qui intervient en matière d'immigration, d'asile, de coopération judiciaire et policière, donc où vraiment les individus, les citoyens sont au cœur du projet, et pas seulement des entreprises, mais également des citoyens. Eh bien, ce projet d'intégration politique, il est finalement, jusqu'à maintenant, c'est vraiment dans l'Union européenne. On le voit qu'il est le plus avancé, il est beaucoup moins ailleurs. Et vous avez, et ça c'est très important, et je vais m'arrêter un petit peu plus longtemps sur ce point, l'intégration par les institutions, ou intégration institutionnelle. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce que ça nous renvoie à deux grands modèles. Le modèle de la supranationalité, d'une part, et le modèle de l'indivision intergouvernementalisme. Ici, je préférerais parler d'intergouvernementalité que de supranationalité. Pourquoi c'est important ? Et pourquoi cette variable est fondamentale pour comparer ou comprendre parfois les limites de la comparaison entre l'Union européenne et les autres organisations internationales régionales d'intégration. L'Union européenne est supranationale. Ça veut dire quoi dans le jargon supranational ? Ça veut dire qu'elle repose non seulement sur les États, mais avant tout sur des institutions qui sont indépendantes des États, qui vont définir elles-mêmes une forme d'intérêt régional, d'intérêt général régional, et dans lesquelles les États vont être représentés dans certaines institutions, mais ces institutions vont elles-mêmes être une institution parmi d'autres au sein de l'organisation régionale. Donc, pour vous prendre l'exemple de l'Union européenne, vous avez évidemment la Commission européenne, qui est l'institution supranationale par excellence, qui définit l'intérêt général européen, qui promeut l'intérêt général européen à la fois en proposant des actes législatifs, mais aussi en attrayant en justice les États membres qui ne respectent pas le droit de l'Union européenne. On a la Cour de justice de l'Union européenne, j'en parlerai, institution supranationale, et les États ici, ils sont représentés, certes, mais au sein du Conseil européen, et les États au sein du Conseil doivent eux-mêmes composer entre eux, mais ils doivent composer avec le Parlement européen, et même la Commission européenne, dans une large mesure. Ça, c'est l'Union européenne, supranationale. Les autres OIR, en tout cas jusqu'à maintenant celles que j'ai étudiées, je ne prétends pas être exhaustif sur le sujet, mais elles sont intergouvernementales. C'est-à-dire qu'elles reposent sur les États. Elles ne cherchent pas à limiter, à encadrer la souveraineté de l'État, mais elles reposent au contraire sur les États. C'est-à-dire que les institutions qui gouvernent, ce sont les institutions qui représentent soit les chefs d'État ou de gouvernement, soit les ministres, que ça s'appelle conférence, sommet, conseil, ce sont ces institutions-là. C'est-à-dire que l'équivalent de la Commission européenne, généralement ça ne s'appelle pas commission, et la terminologie est importante ici. Ça va s'appeler secrétariat général ou secrétariat exécutif, donc secrétariat général, terme classique du droit international public. Et les parlements, généralement, soit ils s'appellent assemblée, soit ils ne sont pas élus au suffrage universel direct. Bref, on a une institution, une intégration institutionnelle qui est
extrêmement, alors je ne vais pas dire en retard parce que ça donnerait l'impression que je fais un jugement de valeur, mais en retrait par rapport au niveau de supranationalité qui a été atteint par l'Union européenne. Et en ce sens-là, l'Union européenne est pour le moment unique en ce sens-là. Et vous avez enfin, dernière variable, l'intégration par le droit. L'intégration par le droit, on va en parler beaucoup ici. L'intégration par le droit, qu'est-ce que ça veut dire, cette intégration par le droit? Il y a 3 dimensions. Le droit comme produit. L'Organisation internationale régionale va produire du droit. Des directives, des règlements, des actes, elle produit du droit. Notamment sous le terme de, quand on parle d'harmonisation européenne, en l'occurrence. Le droit agit aussi, deuxième dimension, comme frein, comme limite du politique. Comme frein, et c'est notamment le terme qu'on va utiliser d'une communauté de droit, emprunté de l'idée d'état de droit, c'est-à-dire le droit, il vient limiter les potentiels excès de pouvoir, les potentielles illégalités commises par les institutions régionales et commises par les États, qui sont les États membres de ces organisations régionales. Et vous avez enfin, et je trouve que c'est le plus intéressant, le droit comme agent. Le droit comme agent, ça veut dire que vous allez avoir des juges nationaux, européens, régionaux, qui vont développer des mécanismes, des procédures, qui vont avoir un objectif, assurer l'effectivité du droit régional. Pourquoi ? Parce que le droit régional, et en ce sens-là, il nous vient du droit international, il a un problème consubstantiel qui est celui de l'effectivité, celui de la compliance. Et c'est pour cela que quand on a une intégration par le droit, on a des mécanismes juridiques qui sont mis en œuvre pour faire en sorte que les normes régionales soient appliquées correctement et uniformément dans les différents États membres. Et ça, cette intégration par le droit, cette intégration juridique, on va y revenir au titre, bien évidemment, de la comparaison. Alors, est-ce que ça... Alors, hop, voilà. Pour en venir, après ces éléments assez longs mais importants de définition sur l'intégration régionale, à titre introductif, pour en venir au vif du sujet maintenant, intégration régionale et droits fondamentaux. Est-ce que ce n'est pas un non-sujet ? Est-ce que ce n'est pas un non-sujet dans le sens est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe consubstantiel à l'idée d'une logique d'intégration régionale d'une part et d'une logique de droits fondamentaux d'autre part ? D'un côté, la logique de l'intégration régionale, c'est de créer, de construire une nouvelle communauté. On construit une nouvelle communauté économique, parfois politique. Donc, on construit une nouvelle unité politique, une nouvelle entité politique, par la politique, par l'économie, par le droit. Or, les droits fondamentaux, ils peuvent être vus, au contraire, comme une limite à la construction ambitieuse, nouvelle, d'une nouvelle unité politique. Les droits fondamentaux, on est habitué évidemment parce qu'ils viennent limiter l'action de l'État, l'action de l'autorité publique. Et donc il y a ici potentiellement 2 apories. J'ai bien mis un point d'interrogation à la fin des 2, puisque on peut, là aussi c'est une forme de questionnement. D'abord, une aporie d'une approche régionale des droits fondamentaux face à l'universalisme des droits. Les droits fondamentaux, on peut considérer que ce sont des droits qui ont une dimension universelle, qui sont issus de la raison, et donc qui doivent être les mêmes partout. Donc comment, quand on a des droits qui sont issus de la raison, qui par nature sont universels, comment pourrait-on avoir des déclinaisons régionales ? Et a fortiori, on est d'accord, des déclinaisons nationales, des déclinaisons locales de ces droits. Donc il y a un premier aspect de tension, l'universalisme des droits d'une part, l'approche régionale, la logique régionale de l'autre côté. La deuxième possible aporie, c'est d'un côté une approche individualiste des droits, les droits fondamentaux, ce sont les droits de l'individu, face à une logique d'intégration qui est une logique communautaire, de construction de cette entité politique. C'est une logique collective, c'est une logique politique par excellence, le collectif, la cité. En quoi l'approche individualiste des droits, la dimension individualiste des droits n'est pas
contradictoire avec la dimension politique collective de construction d'une nouvelle unité politique. Donc, ici, évidemment, on pourrait penser que les organisations internationales régionales, et on le pensera à juste titre, peut-être moins dans l'Union européenne, mais ce ne sont pas des États. Donc, est-ce qu'il est véritablement nécessaire de penser droits fondamentaux alors qu'on essaie de construire quelque chose qui, peut-être, n'est pas en soi une menace pour les droits fondamentaux, puisque ce ne sont pas des États, que les droits fondamentaux ont été pensés avant tout pour limite aux politiques, à la souveraineté de l'État, en l'occurrence. Le processus d'intégration, il doit être protégé et non entravé. Ce n'est pas forcément ma position, mais c'est une position que l'on peut comprendre comme quoi on ne doit pas se soucier nécessairement des droits fondamentaux lorsqu'on essaie de créer une nouvelle entité politique, surtout si cette entité politique n'est pas de prime abord nécessairement dangereuse pour les droits fondamentaux. Les droits fondamentaux, ils sont protégés au niveau national et régional vis-à-vis des États. Vous avez vu qu'il y avait déjà une protection qui est assurée au niveau régional. Il y a des systèmes de protection dédiés en Afrique, en Amérique, en Europe. Pourquoi nécessairement l'organisation internationale régionale de nature économique devrait elle-même se préoccuper de droits fondamentaux? Et les États, membres de ces organisations, est-ce qu'on doit les contrôler au regard des droits fondamentaux? Ou est-ce qu'on doit plutôt bien s'assurer qu'ils appliquent les règles régionales auxquelles ils ont eux-mêmes consenti à travers les traités? Donc on se demande s'il n'y aurait pas une distribution des rôles, aux OIR d'intégration économique, la construction de la communauté économique et politique, alors qu'il reviendrait aux OIR de protection des droits, CEDH, système interaméricain, Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la protection des droits. Donc il y a cette tension qui est palpable. Donc deux séries de tensions. Et pourtant, les droits fondamentaux ont une place au sein des processus d'intégration régionale. Alors ici, c'est ce qui va être le cœur de mon propos pendant cette dernière demi-heure. C'est quelle est la place et quel est l'équilibre entre les droits fondamentaux et l'intégration dans les différentes organisations d'intégration régionale. Comment des droits sont-ils apparus sur la scène des organisations régionales d'intégration? Parce que, encore une fois, ce n'était pas forcément évident. On va voir empiriquement qu'à la base, on ne pense pas nécessairement aux droits fondamentaux et logiques d'intégration régionale. Et quelles sont les conséquences juridiques, politiques, théoriques de la reconnaissance des droits fondamentaux dans les organisations internationales régionales? Alors l'analyse va être menée sous la figure du juge. C'est le troisième aspect. L'intégration régionale, elle passe toujours dans une certaine mesure par le droit. C'est ce qui vous avait été déjà dit dans le premier cours de Samantha Besson. L'intégration régionale, quand on parle d'intégration régionale, de constitution des régions, il y a forcément une dimension juridique et une dimension institutionnelle. Et l'intégration matérielle, elle va passer par l'intégration juridique parce qu'en réalité, même si on ne se contente que de parler de marché commun ou d'union économique et monétaire, ce sont des règles régionales. Et ces règles régionales ne sont pas forcément respectées par les États. Et pour s'assurer qu'elles soient respectées par les États, il faut qu'il y ait des juges au niveau national, au niveau régional, qui assurent l'effectivité, l'effet utile de ce droit régional pour que l'intégration économique et a fortiori politique puissent advenir. Sans intégration juridique, pas d'intégration économique et politique. Les OIR, le juge est donc évidemment le personnage central en matière de protection des droits, parce qu'il est censé être indépendant et impartial, et que c'est lui qui va justement, parce qu'il est indépendant et impartial, eh bien, pouvoir contrecarrer l'action politique, que ce soit celle des États ou celle des OIR intégrés. Et les OIR intégrés ont généralement une cour de justice propre. Je dis généralement parce qu'on a l'ASEAN, que j'ai mentionné plus tôt, qui n'a pas sa cour de justice. Mais sinon, pour celles que l'on va étudier, eh bien, parmi les fameuses institutions des organisations régionales, nous avons une cour de justice. Une cour de justice qui, et c'est important de le souligner,
est partie prenante du processus même d'intégration, puisqu'elle est prévue par les traités, puisqu'elle a elle-même pour mission principale de construire le marché commun, de construire l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Donc le mandat naturel de ces cours de justice, c'est bien de promouvoir l'intégration. Et la Cour de justice, toute cour de justice, tout juge, il a besoin de plaideurs, il a besoin de requérants, il a besoin d'entreprises qui vont saisir le juge pour lui dire là, il y a des droits de douane qui me sont applicables, il ne faudrait pas qu'ils me soient appliqués, cela est contraire au droit régional. Il y a des citoyens qui peuvent dire là, il y a une limite à la liberté de circulation et cela est contraire au droit régional. Et peut-être, dans une optique purement de droits fondamentaux, les citoyens, les personnes, mais là encore les entreprises, au nom de la liberté d'entreprise, qui peuvent faire valoir les droits fondamentaux, là aussi comme limite, qui peuvent faire valoir les droits fondamentaux et aller plaider leur affaire devant des juges. Donc pour que la Cour de justice ait un impact positif sur le droit régional, faut-il encore qu'il y ait des requérants, on en verra un certain nombre. Alors évidemment, je vais commencer, je ne devrais pas dire évidemment, je vais commencer ici par l'Union européenne. L'Union européenne, donc, troisième point, de la contingence à la nécessité, la protection des droits fondamentaux dans l'ordre juridique de l'Union européenne. Donc, je vais vous expliquer comment les droits fondamentaux ont fait irruption dans l'ordre juridique de l'Union européenne, et que ce n'était pas du tout évident à la base. Ce n'était pas évident pour les raisons que j'ai mentionnées précédemment. Alors pourquoi commencer par l'Union européenne ? Très rapidement. D'abord, évidemment, parce qu'à titre personnel, je connais un petit peu mieux l'Union européenne que les autres organisations internationales régionales, de par ma formation et de par mes centres d'intérêt historiques. Ensuite, parce que la question des rapports entre intégration et droits fondamentaux est un cas d'école du droit de l'Union européenne. C'est véritablement là où on peut justement noter comment la protection des droits fondamentaux est advenue dans un ordre juridique économique qui ne prévoyait pas la protection des droits fondamentaux. Il y a évidemment une dimension de mimétisme et de diffusion qui est aussi importante ici. Mimétisme et diffusion du modèle européen. Alors pourquoi j'ai mis modèle européen entre guillemets ? Parce que indéniablement, l'Union européenne, non pas parce qu'elle est la plus ancienne, mais par la plus avancée, la plus intégrée, économiquement, politiquement, institutionnellement, elle fournit un modèle. C'est le modèle européen d'intégration régionale. Et un modèle, il n'a pas nécessairement pour vocation, mais il a souvent comme effet d'essaimer, par mimétisme, par phénomène de diffusion. Donc on peut s'attendre à ce que d'autres organisations régionales dans le monde se soient inspirées du modèle européen. Néanmoins, il s'agit ici de bien se départir d'une approche européano-centrée. Donc ce n'est pas parce que je commence par l'Union européenne que cela veut dire que l'Union européenne va être prise comme point de référence au sens où toutes les organisations internationales régionales devraient ressembler à l'Union européenne. Non, elle est simplement prise au titre de la comparaison, parce que dans toute comparaison que l'on mène, on doit avoir un point de départ, on doit avoir un point de référence. Mais ça ne signifie pas nécessairement, en tout cas pas pour moi, que ce point de référence est une visée normative, c'est-à-dire que ce soit l'objectif qui doit être que toutes les autres organisations internationales devraient ressembler à l'Union européenne. Non, ce n'est pas dans cette perspective-là, mais pour différentes raisons qu'on commence par l'Union européenne. Alors rapidement, il y a eu 4 étapes de cette dynamique européenne qui ont conduit chaque fois à une reconnaissance, vous allez le comprendre, croissante des droits fondamentaux dans les organisations régionales. Première étape, l'inexistence des droits fondamentaux. Le traité de Rome de 1957 ne prévoit pas la protection par l'Union européenne des droits fondamentaux. Ce traité de Rome était un traité économique qui visait un marché commun, qui visait la mise en œuvre de politiques communes, mais qui ne visait pas en soi les droits fondamentaux. Ou plutôt, pour être tout à fait précis, qui ne prévoyait la protection des droits
que s'agissant des entreprises, les droits des entreprises, qui visent à exporter leurs biens ou à fournir leurs services dans d'autres pays de l'Union européenne, et donc des droits des entreprises dans le contexte d'un droit à la libre circulation. Et qui dit pour ces entreprises le droit à la libre circulation, dit le droit par exemple de ne pas avoir de quotas, de ne pas devoir payer des droits de douane. Donc oui, mais ce sont des droits, vous le voyez, de nature purement économique, qui ne peuvent être invoqués que par les entreprises. Néanmoins, ce qui est très intéressant, c'est que dès les années 60, ça c'est très connu, justement, c'est partie du cœur du cours de droit de l'Union européenne, hein, dans les facultés, pas seulement de droit, mais facultés de droit en France et ailleurs en Europe, c'est que dans les années 60, la Cour de justice, elle a commencé à promouvoir cette intégration par le droit. C'est-à-dire, elle a commencé à promouvoir, à défendre des mécanismes qui permettent à des juges nationaux d'assurer pleinement le droit régional. Ces mécanismes, c'est la doctrine de l'effet direct et de la primauté. L'effet direct, défini en 1963 dans un célèbre arrêt Van Gentenloos par la Cour de justice de l'Union européenne, l'effet direct, finalement, c'est de considérer que tout individu, en l'occurrence généralement des entreprises à l'époque, pouvait se prévaloir des règles de l'Union, devant le juge national. Donc le juge national, l'entreprise pouvait obtenir gain de cause devant le juge national. Donc on n'a peut-être pas de reconnaissance des droits fondamentaux, mais on a reconnaissance de formes de droits procéduraux, le droit à se prévaloir des règles de l'Union qui permettent ensuite l'effectivité de l'intégration économique. Nous avons également la primauté. Le grand principe de primauté, 1964, année suivante, arrêt Costa contre Enel, où la Cour de justice reconnaît la primauté de l'ensemble du droit de l'Union européenne, donc du droit régional, sur l'ensemble du droit national, y compris la constitution de l'État. Et on peut considérer que de la primauté découle pour les particuliers, pour les entreprises à l'époque, un droit à l'application prioritaire des règles régionales. En cas d'une règle nationale et d'une règle régionale qui s'opposent, qui sont contraires l'une à l'autre, vous avez un droit à l'application prioritaire, préférentielle, si vous préférez, des règles régionales. Donc ça, c'est important de voir ces aspects d'intégration par le droit, parce qu'on voit déjà qu'en l'absence même de droits fondamentaux, on a quand même des mécanismes qui s'apparentent quand même à des droits, qui sont justiciables, pour permettre au moins l'application correcte et uniforme des règles du marché commun. Ça, c'est donc la première étape. Deuxième grande étape. La deuxième grande étape, ce sont les droits, la reconnaissance des droits fondamentaux. La reconnaissance des droits fondamentaux par la Cour de justice de l'Union européenne. Et oui, on a ce rôle majeur joué par la Cour de justice de l'Union européenne dans la reconnaissance des droits. Vu que ce n'était pas dans les traités, vu que les États membres ne l'avaient pas inclus dans les traités, il fallait bien que quelqu'un le fasse. Et donc c'est la Cour de justice qui l'a fait à partir des années 1969-1970, là aussi dans des arrêts très célèbres. Alors pourquoi cette découverte des principes des droits fondamentaux comme principes généraux du droit que le droit communautaire, comme on disait à l'époque, protège? Bon, déjà, il y avait un aspect, ça commençait à être dans l'air du temps. Les droits fondamentaux, à partir des années 60 et surtout justement des années 70, on a eu une problématique très forte qu'on retrouve aujourd'hui de protection des droits. Mais ça, c'est ce vent de libéralisme politique qui a commencé à souffler dans les années 70 qui a eu un rôle. Deuxième raison, c'est on se dit qu'au fond, l'intégration économique, elle peut méconnaître les droits fondamentaux. La libre circulation peut aller à l'encontre de la liberté d'expression ou de la liberté de manifestation. La liberté de circulation peut aller à l'encontre du droit de propriété. La liberté de circulation peut aller à l'encontre de la dignité humaine. Ici, je pense à il y a des arrêts de la Cour de justice, un grand nombre d'arrêts justement sur ces sujets. Donc l'intégration économique, elle peut méconnaître les droits fondamentaux. Donc c'est cette deuxième raison. La troisième raison, qui est également importante, ce sont les pressions externes de la part des juridictions nationales, et notamment des juridictions allemandes. Parce que les juridictions allemandes, au sortir 20 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, elles étaient devenues les fers de lance de la protection des droits fondamentaux. Et du coup, les juridictions allemandes, elles n'étaient guère désireuses au nom de la primauté du droit de l'Union européenne, de céder sur les droits fondamentaux.
Et donc, d'une certaine manière, les droits fondamentaux étaient, excusez-moi l'expression, mais une forme de monnaie d'échange. Une monnaie d'échange, la Cour de justice dit « Bon, bah d'accord, moi, Cour de justice de l'Union, j'assure la protection des droits fondamentaux pour que vous, juges nationaux, allemands en l'occurrence, vous acceptiez la primauté du droit régional, c'est-à-dire l'effectivité des règles régionales sur votre droit national. » Donc ça, c'est effectivement une question, donc c'est très pragmatique, vous voyez, c'est pas du tout de la part idéologique de la part de la Cour de justice, c'est une raison très pragmatique qui a poussé la Cour à reconnaître les droits fondamentaux. Vous avez eu donc une montée en puissance ensuite pragmatique, casuistique, souvent liée donc aux traditions constitutionnelles communes des États ou à la Convention européenne des droits de l'homme. Petit à petit, au fil des affaires, au gré des affaires, la Cour de justice de l'Union a dégagé un certain nombre de droits fondamentaux. Mais vous avez eu surtout un tournant, c'est la troisième étape, au XXe siècle. Le tournant du XXe siècle, donc un petit peu donc dans les années 90, à partir du traité de Maastricht, et ensuite au début des années 2000, l'Union européenne est passée de communauté économique à communauté également politique, et à non plus une communauté simplement politique, mais à une union de droit. Union de droit, c'est-à-dire Union européenne soumise au droit au singulier, et union de droit au sens une union qui protège les droits fondamentaux, droit au pluriel. Alors comment je vais passer assez rapidement puisque je vois que je suis un petit peu pris par le temps. Comment s'est fait ce tournant-là? Eh bien déjà parce que l'Union européenne a commencé à se préoccuper de matières pénales, d'immigration, d'asile, toutes des matières qui sont à la fois régaliennes, mais qui sont très sensibles du point de vue des droits fondamentaux. Donc forcément, là déjà que l'intégration économique est sensible, un petit peu moins peut-être, mais l'intégration politique, les matières de l'intégration politique sont beaucoup plus sensibles. Et ensuite, on a eu, dans les années 2000, l'adoption de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'Union européenne a son propre texte, dans une logique d'autonomie de la protection des droits fondamentaux, et là, son propre texte qui montre une voie régionale proprement de l'Union européenne en matière de protection des droits fondamentaux. Et ensuite, vous avez donc toute une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui cherche à trouver un équilibre entre l'intégration économique, politique et les droits fondamentaux, d'autre part. Je n'ai pas le temps, malheureusement, on verra peut-être avec les questions, mais de développer ce point-là, mais il y a toute une jurisprudence en matière de citoyenneté européenne notamment. La dernière étape, c'est l'étape Union européenne comme union de valeurs. C'est l'étape actuelle. Et vous voyez qu'il y a ce côté progressif, un processus d'intégration. Il y a quelque chose de dynamique, jamais, toujours irréversible, hein, pas de retour en arrière, mais quelque chose, une évolution constante. Une évolution constante où l'Union européenne n'est pas seulement une union de droit, c'est-à-dire qui protège les droits fondamentaux en cherchant un équilibre avec l'intégration, mais qui protège les valeurs. Les valeurs qui sont évoquées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, la liberté, l'égalité, la démocratie, l'état de droit, le respect des minorités et plus généralement les droits de l'homme. Ce sont ça les valeurs de l'Union européenne, ce sont ça même philosophiquement les valeurs européennes. Et donc ici on a une évolution de la Cour de justice parce que depuis maintenant 7 ou 8 ans, notamment dans des affaires qui concernent 2 États, non même 3, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, eh bien, où la Cour de justice, à l'issue de raisonnements juridiques qualifierait d'assez contestable, eh bien, c'est à considérer que bien, ces États violaient les valeurs de l'Union européenne, notamment, pour le moment, au titre des valeurs de l'Union européenne, ce qui n'a été sanctionné par la Cour de justice, ce n'est que l'indépendance de la justice. Excusez-moi du peu, hein, mais c'est que l'indépendance de la justice. Mais on peut s'imaginer, il y a une affaire importante, pendante, contre la Hongrie actuellement, que la question du respect des droits des minorités, en l'occurrence homosexuels, puisse être, dans une affaire donc hongroise, puisse être prochainement décidée par la Cour de justice, qui s'éloignerait totalement de son rôle, de sa mission d'assurer l'intégration économique et politique, mais devient pleinement une Cour des droits de l'homme. Et ça, c'est quelque chose d'assez marquant comme évolution de la jurisprudence de la Cour de justice. Donc on a une évolution politique, axiologique de l'Union européenne en tant que projet d'intégration régionale, avec donc un passage, donc pour faire une petite référence à la philosophie politique, d'un constitutionnalisme de marché à un constitutionnalisme global, une Union européenne qui est un espace transnational de droits et de valeurs, comme vous le voyez. Alors, je cours un petit peu après la montre, mais pour enfin passer aux autres OIR intégrés.
et leur trajectoire régionale. Quelles sont les trajectoires régionales dans d'autres organisations internationales régionales intégrées? Est-on dans un phénomène de mimétisme vis-à-vis de ce qui serait le modèle européen à suivre? J'ai dit que pour moi, ce n'est pas nécessairement à suivre, ou même pas du tout à suivre, mais est-ce qu'il y a cette dynamique-là que l'on ne peut pas exclure? Ou est-ce qu'il y a au contraire une voie autonome, une trajectoire autonome de chaque région considérée? Alors, j'ai choisi trois régions. La communauté caribéenne, comprend donc 12 États membres de la Caraïbe, largement la Caraïbe anglophone, mais pas seulement, puisque Haïti fait partie de la communauté caribéenne. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, pardon pour le SA Afrique, petite erreur ici. La CEDEAO, avec 12 États, avec le retrait de 3 États récemment. Et la communauté de l'Afrique de l'Est, là, avec 8 États, donc une relativement petite communauté. Donc ici, j'ai essayé justement de regrouper, plutôt que de les voir une à une, j'ai essayé de regrouper ces différentes organisations, les jurisprudences des cours de justice de ces 3 organisations internationales régionales, en sachant que ces organisations internationales régionales ont 3 points communs, au moins. D'abord, ce sont des organisations qui sont avant tout d'intégration économique, très faiblement politique. Ensuite, ce sont des organisations qui reposent expressément sur le respect de la démocratie, des droits fondamentaux, des valeurs, et ce sont des organisations qui sont intergouvernementales. Toutes les 3 sont intergouvernementales, à ceci près qu'il y a un élément supranational qui est la Cour de justice. La Cour de justice est un élément inhérent de la supranationalité. Pour ce qui est des éléments plus politiques, là, elles sont intergouvernementales. Donc la question qui se pose, c'est donc est-ce que les cours de justice de ces organisations ont poursuivi également un objectif de protection des droits fondamentaux, le cas échéant des valeurs régionales, qui viendra en contrepoint de l'objectif d'intégration, ou même en tant que compétence autonome. Ce qui est frappant sur ces 3 cours, c'est que les jurisprudences sont convergentes. Elles sont convergentes autour donc, de 2 grandes idées. Une intégration économique faible, mais accompagnée d'un corpus de jurisprudence en matière de droits fondamentaux. Et donc là, le paradoxe apparaît, ou ressort. Des cours dont a priori la mission est d'assurer l'intégration économique n'ont conduit qu'à des gains faibles d'intégration économique, mais en revanche des gains, alors je n'ose pas dire significatifs en matière de droits de l'homme, parce qu'en réalité il y a peu d'affaires. Donc on peut toujours extrapoler, mais il y a peu de jurisprudence établie. Il y a des tendances, mais par rapport à la Cour de justice de l'Union européenne, il y a infiniment moins d'affaires. Donc c'est très difficile d'en tirer des conclusions absolument définitives sur ces cours, évidemment. Alors, sur la faiblesse de l'intégration économique, quelles sont les causes? Pourquoi ces cours-là ne sont pas parvenus, là où la Cour de justice de l'Union l'a très bien fait, à assurer une forte intégration économique? Eh bien parce que, surtout en Afrique, mais aussi dans la Caraïbe, l'économie est principalement locale et ou informelle. Elle repose sur des PME. Elle repose sur des PME qui ne vont pas forcément vouloir exporter, qui ne vont pas vouloir forcément travailler dans toute la région. Ce ne sont pas des entreprises multinationales ou transnationales. Ensuite, il y a un faible taux de litige, si je puis dire, introduit par les entreprises transnationales. Il y a évidemment des grandes entreprises transnationales dans la région, notamment Total, mais pas seulement évidemment. Et il y a assez peu de litiges qui sont introduits par les entreprises. Je vous disais, pour qu'il y ait une jurisprudence des cours, il faut des plaideurs, il faut des requérants. Mais faute de requérants, il n'y a pas d'arrêt. Et faute d'arrêt, il n'y a pas d'intégration économique. Donc ceci explique cela. Il n'y a pas de voie de recours des personnes physiques et morales contre un État, par exemple, dans la CEDEAO. Il y a dans la communauté de l'Afrique de l'Est aussi des modes alternatifs de règlement des conflits, et les entreprises, au lieu d'aller directement devant le juge, préfèrent des modes alternatifs, administratifs, plus pacifiques encore, je dirais, que le règlement des différends juridictionnels. Et il y a aussi l'idée pour ces entreprises de ne pas s'aliéner les gouvernements nationaux. Parce que, alors on cherche à bénéficier de la libre circulation pour ces entreprises, mais on cherche aussi souvent à obtenir des marchés publics. Pour obtenir les marchés publics, il vaut mieux aussi avoir un certain nombre une certaine bonne entente avec les gouvernements des États considérés. L'autre explication de la faiblesse de l'intégration économique, c'est la faiblesse de l'intégration institutionnelle.
C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, ces intégrations, elles sont intergouvernementales. Il n'y a pas de commission au sens de la Commission européenne qui va attraire les États devant la Cour de justice pour que la Cour de justice sanctionne les barrières aux échanges que poseraient ces États, notamment. Donc ça, on n'a pas ça dans le cadre des organisations considérées. Il y a également une faible intégration par le droit. Faible intégration par le droit, faible intégration juridique. Les juges nationaux ne sont pas véritablement saisis. Pourquoi ? Parce que souvent ils sont considérés, notamment en Afrique, peut-être comme pas suffisamment indépendants vis-à-vis des gouvernements. Et plutôt dans la Caraïbe, là, il y a aussi une méconnaissance du droit régional, voire un désintérêt du droit régional de la part des différents acteurs. Donc on a une faiblesse de l'intégration économique qui contraste fortement avec un succès relatif de ces cours-là en matière de protection des droits. En matière de protection des droits, alors quels droits fondamentaux, je commence en fait par là, ont été reconnus ? Eh bien, il y a des droits que l'on appelle de première génération, c'est-à-dire des droits en matière criminelle, des droits de dignité humaine. Ce qui est plus surprenant peut-être, c'est qu'on a eu, notamment à la Cour de justice caribéenne, le droit à la libre circulation reconnu clairement à des personnes homosexuelles, alors qu'on sait que le sujet est sociétal et sensible du point de vue de certains États dans le Sud global. De la même façon, le droit à l'environnement et le développement durable est un droit là aussi un petit peu ambigu, parce qu'on peut se dire que c'est un petit peu un droit peut-être du Nord, de ce qu'on appelait avant l'Occident, mais en même temps, l'environnement est une thématique absolument fondamentale pour des peuples autochtones en particulier. Et donc on a dans la reconnaissance de ces droits une forme d'effet de vase communicant, je dirais, qui explique ce succès relatif. Ces vases communicants, ça consiste à finalement, ces cours, elles sont peu effectives en matière d'intégration économique. Et on ne fait pas de l'intégration économique, donc à défaut, on va protéger les droits fondamentaux. Il y a un petit peu de cet aspect-là, très, très pragmatique ici. On va protéger les droits fondamentaux. Donc un élément qui entre en forme de repli sur les droits fondamentaux de la part de ces cours. Et là aussi, un vent de libéralisme politique qui est très fort et qui balaye un petit peu le monde entier. Et puis on a aussi, je ne vous l'ai pas mis ici, mais je l'ajoute, vous avez aussi les acteurs, la question des acteurs et des requérants. Et notamment en Afrique, ce qui est très marquant, ce sont des organisations de protection des droits de l'homme qui vont saisir les cours. Et donc forcément, les cours aussi, elles vont, là, si elles ne sont pas saisies par les entreprises, au moins elles sont saisies par ces organisations internationales, par ces organisations non gouvernementales de protection des droits de l'homme. Donc déjà, au moins, il y a un départ, elles sont saisies. Pourtant, est-ce qu'elles ont une compétence ? Est-ce qu'elles ont un titre de compétence ? Et il y a ici des titres qui sont assez inattendus, finalement, de compétences autonomes de ces cours en matière de droit. Quand je dis autonome, ça veut dire c'est la violation des droits de l'homme qui est considérée. Ce n'est pas la violation d'un droit de l'homme en lien avec une liberté de circulation, en lien avec l'intégration. Ça existe aussi, mais ce qui est très intéressant et beaucoup plus intéressant, ce sont ces titres de compétences autonomes, alors même que ces traités reposent assez vaguement sur les droits fondamentaux. C'est une ou deux dispositions qui évoquent le respect des valeurs et des droits fondamentaux. Il n'y a pas de catalogue de protection des droits fondamentaux. Et pourtant, vous avez notamment la Cour caribéenne et d'Afrique de l'Ouest qui sont des cours hybrides, c'est-à-dire qui ont toutes les deux une compétence spécifique pour examiner les litiges qui portent expressément sur la violation des droits de l'homme. Donc ça, c'est véritablement propre à ces deux cours. La Cour de l'Afrique de l'Est n'a pas du tout cette compétence. Ou plutôt, elle pourrait l'avoir, mais les États membres n'ont jamais, jusqu'à ce jour, adopté un protocole en ce sens. Et la Cour de l'Afrique de l'Est, je dis qu'elle a été audacieuse, certains diront qu'elle a été plus qu'audacieuse, puisque juste parce qu'il y a une référence aux droits fondamentaux dans le traité, elle a considéré qu'elle avait un titre de compétence pour examiner les violations des droits de l'homme, ce qui me semble juridiquement un petit peu plus problématique, politiquement compréhensible, mais juridiquement plus problématique. Et vous avez donc des titres de compétences qui sont à analyser dans leur contexte historique et politique. Malheureusement, je dois aller très rapidement là-dessus pour rester dans les temps. Dans la Cour caribéenne, c'est un contexte de décolonisation qui est à l'origine de la compétence de la Cour caribéenne.
Contexte de décolonisation par rapport à qui? Par rapport, je vous ai dit que c'est surtout anglophone, hein, la Caraïbe, donc ancien Commonwealth. Donc, dans le contexte de la décolonisation vis-à-vis du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, qui est la Cour suprême pour encore la plupart des États de la Caraïbe, le Judicial Committee of Privy Council, donc un organe à Londres, alors que la Cour caribéenne de justice, maintenant, pour 5 États qui ont accepté cette juridiction, eh bien, c'est la Cour suprême en matière de droits fondamentaux. Donc un contexte de décolonisation important. La Cour de l'Afrique de l'Est, c'est un objectif de démocratiser les sociétés autoritaires en Afrique. C'est l'objectif, en tout cas développé par la doctrine pour expliquer cette compétence. Et ce qui est enfin marquant, c'est que les sources de droit, elles sont suprarégionales ou infrarégionales. Dans l'Union européenne, on a la Charte européenne des droits fondamentaux. Dans ces organisations, il n'y a toujours pas de catalogue des droits fondamentaux qui serait propre à la région, qui serait propre à la CEDEAO, qui serait propre à la Communauté d'Afrique de l'Est ou à la Communauté caribéenne. Non. On se réfère, dans ces organisations, soit pour la Cour caribéenne, aux constitutions des États caribéens, chacune, donc infrarégionale, soit pour la Cour, pour les cours africaines d'intégration économique, à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui est effectivement mentionnée dans les traités constitutifs, mais by passing, qui n'est pas véritablement centrale, mais qui est prise en compte, la Charte africaine, qui est la fameuse charte interprétée par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Alors, conclusion très rapide. Quelle lecture théorique de la jurisprudence des cours régionales d'intégration? Que signifie au fond le fait qu'on a une prolifération d'organisations internationales régionales d'intégration économique qui reflète une logique néolibérale régionale mais globale? Et que signifie au fond cette prolifération de cours supranationales régionales et le fait que ces cours aient toujours incorporé les droits fondamentaux, ne protègent pas seulement l'intégration, mais parfois même protègent surtout les droits fondamentaux ou protègent aussi bien les droits fondamentaux que des éléments d'intégration. Alors, vous avez 3 lectures possibles. Il y en a peut-être d'autres, mais il y a d'abord une lecture universaliste dans un cadre régional contingent. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, qu'on peut voir à travers ces organisations, à travers la jurisprudence des cours de justice, l'émancipation des individus, à travers des droits fondamentaux, à travers les organisations elles-mêmes, notamment celles comme l'Union européenne qui ont une dimension supranationale affirmée, parce que qui dit la dimension supranationale dit a priori une dimension de non-domination, une dimension d'équilibre entre États. Et en ce sens, la régionalisation serait peut-être au service de l'universalisme. Universalisme, c'est-à-dire que la régionalisation ne serait peut-être qu'une étape, au fond, d'un processus d'intégration globale qui serait supranational, qui serait peut-être même fondé sur les droits fondamentaux universels, et qui est donc caractérisé en lui-même par la non-domination. Donc ça, c'est la première lecture, et le cadre régional est contingent dans le sens où il est dépassable, et que l'aspect culturel n'est finalement pas si important. La deuxième lecture, c'est la lecture régionaliste. La lecture régionaliste, cette fois-ci, dans un cadre universel permanent. La lecture régionaliste, ça voudrait dire qu'il y a d'authentiques voies régionales, d'authentiques trajectoires régionales, qui ont une dimension culturelle, où on retient non pas une définition universelle des droits fondamentaux, mais une définition régionale, donc en lien avec la culture, en lien avec l'identité des peuples en question, avec une forme de sentiment commun d'appartenance. Nous sommes caribéens, nous sommes européens, nous sommes africains de l'Est, de l'Ouest. Et même plus encore, puisqu'on a vu l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est, les deux cours se réfèrent à cette charte africaine, et dans les traités constitutifs, il est très clair qu'il y a une dimension d'unification du continent africain. C'est-à-dire qu'elles-mêmes, ces deux cours, qui sont des cours sous-régionales, comme on dirait, eh bien, aspirent à une dimension régionale du continent africain. Et enfin, la lecture décoloniale, comme on dit aujourd'hui, ou peut-être du faux universel. La lecture du faux universel, ça serait quoi? C'est de se dire, mais on parle d'intégration économique néolibérale, on parle de droits fondamentaux,
on parle de démocratie, de bonne gouvernance, d'état de droit. On parle donc de néolibéralisme, on parle de constitutionnalisme global. Mais est-ce que le constitutionnalisme global est véritablement global? Est-ce qu'il n'est pas le constitutionnalisme du Nord global? Par opposition à, vous l'aurez peut-être remarqué, les trois organisations qu'on a vues sont du Sud global. L'Union européenne est la seule du Nord global. Et donc, est-ce qu'il n'y aurait pas, en réalité, derrière même ces organisations et derrière la jurisprudence de leur cours, une dimension d'une hégémonie européenne ou une hégémonie occidentale qui se dissimulerait? Donc, trois lectures possibles. Je ne prends évidemment pas parti sur une lecture en particulier, mais je pense que c'est trois lectures que l'on peut envisager pour comprendre la jurisprudence des cours de justice régionale dans le monde, dans la tension qu'il peut y avoir entre intégration régionale et protection des droits fondamentaux. Merci beaucoup et désolé pour les 5 minutes de retard.